On passe rapidement la parole à notre cher ami Sifez Chouair, qui va intervenir, un peu de décalage, donc qui va intervenir sur le contrôle fiscal des prix de transfert. Sifez est un expert comptable, un ami qui soutient toujours l'université, qui soutient toujours la recherche des étudiants, des chercheurs. Merci Sifez pour votre contribution, vos ouvrages, vos publications, pour votre disponibilité à enrichir tout le débat. Merci. Merci Aïda pour tous ces éloges. Merci Siahi également pour cette excellente contribution. Je retiens que effectivement la Tunisie a fait un très grand effort et en particulier l'administration fiscale tunisienne. Je pense qu'elle a fait un effort louable pour se conformer aux standards internationaux en matière de fiscalité internationale. Je retiens également que les projets BEPS et GLOB sont en stand-by pour les considérations que vous évoquez. Tant mieux pour les entreprises, tant mieux pour les contribuables et les entreprises et pour les étudiants aussi. Ça nous donnera suffisamment de temps pour digérer déjà les réformes législatives qui sont déjà actées. Donc, je vais présenter un peu rapidement le contrôle fiscal des prix de transfert. Ma présentation contiendra deux parties. Tout d'abord, une présentation générale du cadre législatif en Tunisie qui régit le contrôle des prix de transfert. Et quand on dit prix de transfert, c'est fondamentalement les opérations transfrontalières, ce qui exclut les opérations locales, c'est-à-dire les flux intragroupes qui sont tuniso-tunisiennes. Donc en Tunisie, comme Siahi l'a précisé, nous avons introduit les mesures du BEPS. On a transcrit les mesures du BEPS, des actions BEPS, dans notre droit interne, en particulier au niveau de l'article 48 septies du Code de l'IRPP et de l'IS, qui constitue le socle législatif de contrôle des prix de transfert. En deux mots, cet article permet à l'administration fiscale de réintégrer les bénéfices indirectement transférés entre entreprises dépendantes, soit par manipulation directe des prix, soit par tout autre moyen. Et cette réintégration, quand on examine l'article 48 septies, cette réintégration s'effectue en comparant la transaction contrôlée, c'est-à-dire la transaction intragroupe, avec des comparables, c'est-à-dire avec des opérations qui sont faites entre entreprises n'ayant pas de lien de dépendance. Donc, toute la logique des prix de transfert, c'est de traiter les opérations intragroupes, c'est-à-dire les opérations entre entreprises indépendantes, sur le même pied d'égalité avec des entreprises qui ne sont pas dans un lien de dépendance. Donc ça, c'est le principe général consacré par l'article 48 septies du Code de l'IRPP et de l'IS et qui fonde le contrôle des prix de transfert en Tunisie. Cet article a connu, je dirais, un changement majeur, deux changements majeurs depuis qu'il a été introduit dans le Code de l'IRPP en 2010. Le premier changement, c'était en 2019, puisque cet article, en 2019, a été étendu à l'ensemble des flux locaux et internationaux et a adopté l'esprit du BEPS. Puis en 2021, cet article a été réservé uniquement aux flux
internationaux. Sachant qu'à l'époque, en 2010, effectivement, l'esprit de l'article était pour l'essentiel le contrôle des opérations locales, quoique il s'appliquait à l'époque même aux flux internationaux. Mais il n'y avait pas beaucoup d'enjeux de contrôle fiscal en 2010, puisque pratiquement tous les flux intragroupes concernaient des entreprises totalement exportatrices qui étaient défiscalisées de l'impôt. Donc, il n'y avait pas de très grands enjeux fiscaux à l'époque. Donc, la notion de prix de transfert renvoie à toutes les relations entre entreprises dépendantes, y compris mère, filiale, siège, établissement stable, société sœur, etc., quelle que soit la nature des flux. Donc, ça peut aller de la vente de marchandises aux prestations de services, aux opérations financières, etc. En Tunisie, je ne vais pas revenir, puisque si Yahyad, je ne vais pas revenir aux obligations documentaires qui ont été instituées dans notre droit interne. Mais grosso modo, il faut retenir que depuis la réforme de 2019, les entreprises qui atteignent les seuils documentaires doivent déposer une déclaration annuelle des prix de transfert. Le seuil documentaire en Tunisie, c'est 20 millions de dinars de chiffre d'affaires. Donc, ces entreprises doivent déposer une déclaration annuelle des prix de transfert et doivent également préparer un local file et un master file qui doit être présenté lorsque l'administration fiscale les soumet à un contrôle fiscal approfondi. La loi de finances a également intégré pas mal de pénalités. La loi de finances pour 2019 qui a introduit ces obligations a introduit pas mal de pénalités, mais la plus grosse pénalité, c'est l'absence de documentation des prix de transfert qui est sanctionnée par une amende de 0,5% des transactions contrôlées avec un minimum de 50 000 dinars par transaction non contrôlée. Également, la Tunisie a intégré l'obligation de déposer une déclaration CBCR, Country by Country Reporting. Elle a la note commune qui a commenté les obligations fiscales documentaires en matière de prix de transfert, a retenu les 5 méthodes de l'OCDE pour la fixation des prix de transfert. Et venons maintenant, après cette introduction, aux conséquences, aux risques liés, aux risques fiscaux liés au redressement des prix de transfert. Tout d'abord, qu'est-ce qui se passe lorsque l'administration fiscale qui contrôle une entreprise dépendante découvre qu'il y a une manipulation des prix de transfert qui a entraîné un manque à gagner pour le Trésor? Donc, tout d'abord, il y a les conséquences en matière de fiscalité directe. C'est-à-dire, suite à la réintégration du différentiel entre le prix, entre guillemets, manipulé et le prix qui aurait dû être appliqué entre entreprises indépendantes, cette différence, ce manque à gagner, entre guillemets, doit être réintégré dans l'assiette imposable en matière d'impôt direct. Et il s'ensuit, bien sûr, des redressements en matière, un redressement concernant l'assiette de l'impôt sur les sociétés, de la CSS et éventuellement des contributions conjoncturelles. Ça, c'est la première conséquence en matière d'impôt direct. Quand on contrôle des flux locaux, bien sûr, il y a des conséquences en matière d'impôt indirect puisque l'administration fiscale réclame également le manque à gagner en matière de TVA, quoi qu'il y ait un débat sur l'applicabilité de la TVA s'agissant d'un impôt réel qui ne frappe que les opérations réelles. Par ailleurs, après avoir réintégré, on revient au flux transfrontalier, après avoir réintégré dans l'assiette de l'impôt le manque à gagner, l'administration fiscale peut réclamer également les pénalités qui sont prévues par la législation fiscale. J'ai parlé des pénalités documentaires, c'est-à-dire lorsque le contribuable ne dispose pas d'un local file ou d'un master file, ou bien qu'il
refuse de les communiquer aux vérificateurs après mise en demeure, il y a les pénalités documentaires de 0,5% avec un minimum de 50 000 dinars. Il y a aussi les pénalités de retard sur les compléments d'imposition en matière d'impôt direct. Et les pénalités de retard en Tunisie deviennent particulièrement lourdes. C'est 2,25% par mois suite au contrôle, à l'intervention du contrôle, auquel s'ajoute une pénalité fixe d'assiette de 10% ou de 20%, 20% si le dépassement dépasse, plutôt la minoration du chiffre d'affaires dépasse 30%. Il y a également une autre conséquence qui est appliquée en pratique, en l'occurrence la réclamation d'une pénalité pour défaut de retenue à la source sur les bénéfices irrégulièrement distribués à l'étranger. Donc concrètement, l'administration vous dit, vous avez minoré l'assiette des impôts directs. Par exemple, vous avez réalisé une prestation de service à partir de la Tunisie pour votre société mère au prix de 100 000 euros, alors que vous auriez dû facturer 150 000 euros. Donc les 50 000 euros seront passibles des impôts directs, impôts sur les sociétés, CSS, etc. Et les 50 000 euros, on va vous dire, ces 50 000 euros ont été irrégulièrement distribués à votre actionnaire, à votre société mère. Donc on va les qualifier de dividendes entre guillemets occultes, qu'on appelle dans le jargon des prix de transfert deemed dividend, et on va les taxer à 17,64%, qui est la pénalité applicable en cas de défaut de retenue à la source sur les sommes, les rémunérations revenant aux non-résidents. Donc ça, c'est une conséquence indirecte du redressement de l'assiette des impôts directs. Et cette conséquence repose sur une présomption de distribution qui existe dans le code de l'IRPP et de l'IS. Donc les bénéfices irrégulièrement distribués aux associés sont imposables en application du code de l'IRPP et de l'IS. Sauf que ce n'est pas une présomption, mais en fait une présomption sur la présomption. Puisque la présomption initiale, c'est la minoration du chiffre d'affaires, ce n'est pas acté, puisqu'on vous dit, vous auriez dû facturer 150 au lieu de 100. Donc ça, c'est une première présomption sur laquelle on va construire la présomption sur la présomption, qui est la distribution de ces 50 aux associés. Bien sûr, tout ce mécanisme fait l'objet actuellement, il est contesté par pas mal de contribuables, et fait l'objet d'un contentieux devant les juges de fond, et les arguments du contribuable sont très solides. Je ne sais pas si j'ai le temps pour revenir, mais je citerai au moins l'argument qui consiste à dire la retenue à la source ne peut être réclamée qu'en cas de paiement, alors que le fait de présumer qu'un dividende ait été servi indirectement à un associé, si l'administration effectue cette présomption, elle n'apporte pas la preuve du paiement. Il y a également une sanction pénale, 3 ans d'emprisonnement, qui est prévue par l'article 94 du Code des droits et procédures fiscaux et qui sanctionne toute manipulation des prix de transfert. Donc ça, c'est grosso modo les conséquences fiscales de la manipulation des prix de transfert dans les transactions transfrontalières. À ces conséquences s'ajoutent également d'autres problématiques juridiques qui sont les éventuelles interactions entre le redressement fiscal et les autres branches du droit, en particulier le droit douanier. Parce que si vous dites à l'administration douanière, si vous dites aux douanes qu'il y a une manipulation des prix, elle ne va pas être contente. Et si vous dites à la Banque centrale qu'il y a une minoration de prix, ça présume que peut-être qu'il y a un blanchiment d'argent ou des fonds qui n'ont pas été déclarés
à la Banque centrale. Si vous dites aux associés qu'il y a manipulation des prix, c'est le délit d'abus de biens sociaux et qui est punissable de 5 ans d'emprisonnement. Et dans le cas des sociétés, ça peut même être qualifié d'abus de confiance caractérisé. Jinaya, c'est carrément 10 ans d'emprisonnement. Sans parler de la responsabilité civile des dirigeants. Donc il y a plein de conséquences non fiscales de la contestation des prix intragroupes. Maintenant, je vais terminer cette présentation en exposant quelques problématiques et par la même occasion en formulant quelques propositions de réforme des prix de transfert. Tout d'abord, je pense qu'il y a un enjeu législatif de clarification du référentiel normatif qui doit servir à la documentation des prix de transfert. D'accord, le législateur a institué des obligations documentaires obligeant les entreprises à documenter à expliquer la méthode de fixation des prix de transfert en fonction de leurs profits fonctionnels, les a obligés à effectuer des études de comparabilité, des benchmarks, en se basant sur des bases de données qui leur offrent un peu les comparables servant à la documentation des prix de transfert. Tout ça, tout ce qui a été mis dans le droit interne tunisien s'inspire de l'OCDE. D'ailleurs, l'OCDE a aidé la Tunisie dans ce chantier. Il y a eu l'assistance, si vous me corrigez, l'assistance technique de l'OCDE qui a largement contribué dans la mise en place de ce cadre législatif. Les notes communes qui ont été publiées et qui ont commenté le cadre légal régissant les prix de transfert s'inspirent toutes de l'OCDE. Quand je dis l'OCDE, c'est les principes de l'OCDE en matière de prix de transfert qui constituent le référentiel international de documentation des prix de transfert. Pour autant, notre législation fiscale, notre doctrine administrative ne contient aucune référence à l'OCDE. Même si les notes communes ont transcrit quelques passages de l'OCDE, elles n'ont pas évoqué clairement une référence à l'OCDE. Sachant que les notes communes, peut-être, ce qu'elles apportent, c'est peut-être 5% des travaux de l'OCDE sur les prix de transfert. La question qui se pose donc, on a une terminologie normative qui s'adosse à l'OCDE sans que la loi n'évoque clairement l'OCDE. Donc, j'ai récapitulé ça par ce constat. Donc, on a un mimétisme terminologique sans adossement normatif. Kir? Ce que vous dites, c'est absolument essentiel. Et j'aimerais tout de suite clarifier pourquoi est-ce que la législation tunisienne n'adosse pas ces dispositions à l'OCDE, parce que l'OCDE, ce n'est que des guidelines. Ce n'est pas du droit à proprement parler. Ce n'est uniquement des directives qui sont à implémenter à la discrétion de l'État souverain qui décide ou pas d'implémenter ces dispositions. Et donc, aucun pays, même les pays de l'OCDE, ne mentionne dans leur loi locale que ça s'adosse à l'OCDE. Même les directives européennes qui vont implémenter les prix de transfert ou le pilier 2, par exemple, il n'y a pas de mention spécifique qui réfère à ces documentations-là parce que ça reste de la guideline. C'est de la soft law, en fait. Donc, c'est une très bonne remarque et c'est tout à fait normal.
Voilà, juste pour que tout le monde comprenne Merci pourquoi beaucoup. est-ce qu'il n'y a pas de référence. Merci. Merci beaucoup pour cette remarque. Donc, je suis parfaitement d'accord. D'ailleurs, j'allais le dire. Donc, on est parfaitement d'accord sur le sujet. En fait, il y a un sujet sur le référentiel qui doit servir. Le fond de ma pensée, c'est qu'il y a un sujet sur le référentiel qui doit servir à la documentation des prix de transfert. Pourquoi? D'abord, parce qu'il y a une asymétrie de pouvoir entre le contribuable et l'administration fiscale. Et ça, on l'a vu en pratique. On a des redressements de contribuables qui se sont basés à 100% sur les travaux de l'OCDE, qui ont documenté leur prix de transfert conformément aux travaux de l'OCDE. Et on a une administration fiscale qui vous dit, bon, les travaux de l'OCDE, moi j'ai une note commune, j'applique la note commune, je n'ai pas quelque chose qui se réfère à l'OCDE. Et on a des redressements d'entreprises qui n'ont pas documenté leur prix de transfert et dans lesquels l'administration fiscale se réfère à l'OCDE. Donc, que faire dans cette situation? Face à cette asymétrie de pouvoir, il faut qu'il y ait au moins une doctrine administrative, une instruction administrative en local qui se réfère au soft law, au droit souple, et qui pourrait aiguillonner l'action des juges, parce qu'on a oublié notre volet. Les normes de l'OCDE partout dans le monde ne sont pas opposables aux juges fiscaux. Mais si l'administration fiscale consent à les appliquer, le juge fiscal, dans ce cas, pourra s'inspirer pour trancher le litige fiscal. Mais si d'un côté, vous avez l'administration qui vous dit, en fait, elle ne dit rien, l'administration. Elle ne se réfère ni aux travaux de l'OCDE, ni aux autres travaux, parce qu'il y a d'autres référentiels autres que l'OCDE. Dans ce cas, il y a un sujet de contrôle fiscal. Et n'oublions pas également que le fait qu'il n'y ait pas un référentiel officiel admis, ça entraîne des risques de double imposition. Si la société mère applique dans sa documentation les travaux de l'OCDE et qu'en Tunisie, on refuse les conclusions de ces travaux documentaires, il y aura une double imposition. La Tunisie va imposer et à l'étranger, la société mère aura payé déjà l'impôt direct. Donc, que faire? Comment arbitrer si les deux parties n'appliquent pas le même référentiel? Et n'oublions pas aussi les coûts de conformité. Parce que qui dit documenter les prix de transfert, ça veut dire des cabinets internationaux, des cabinets de fiscalité, des cabinets d'avocats, des cabinets d'experts comptables qui font ce travail. S'il n'y a pas un référentiel clair, c'est-à-dire on peut avoir deux documentations, une documentation au niveau d'un pays, une autre documentation dans un autre pays. Donc ce travail d'harmonisation du référentiel applicable à la documentation des prix de transfert servira à réduire les coûts de conformité. Donc la deuxième proposition consiste à renforcer l'obligation de motivation des redressements des prix de transfert. Donc vous savez que en Tunisie, l'administration fiscale supporte la charge de la preuve durant la phase administrative du contrôle fiscal. Donc l'administration doit motiver ces redressements en expliquant le bien fondé de ces ajustements qu'elle apporte à l'assiette de l'impôt du contribuable, en les expliquant au contribuable afin qu'il puisse exercer, s'opposer dans les meilleures conditions aux notifications faites par l'administration. Durant la phase contentieuse, c'est un autre sujet. Il y a un renversement de la charge du preuve puisque l'article 65 du Code des droits et procédures fiscaux met la charge de preuve sur le fardeau de la preuve sur le dos du contribuable taxé d'office. Mais là, c'est une autre histoire qu'on ne va pas narrer aujourd'hui. Retenons que l'administration fiscale, durant la phase administrative, c'est-à-dire durant la phase de contrôle fiscal, supporte la charge de la preuve et doit, bien sûr, si elle va comparer les transactions contrôlées
et apporter des ajustements sur les prix doit prouver les caractères de comparaison, c'est-à-dire prouver, par exemple, si on veut être plus concret, que l'entreprise avec laquelle on est en train de comparer a le même profit fonctionnel, qu'elle exerce grosso modo dans le même secteur d'activité, etc., etc. Est-ce que cela est en train d'être fait en pratique? Je crains que non. Je vous ai ramené avec moi 3 extraits d'un redressement, de redressement des prix de transfert de transactions transfrontalières qui concernent 3 filiales de groupes internationaux qui font de la maintenance informatique. Dans les 3 cas, c'est 3 ou 4 phrases qui justifient le redressement. Je vais vous lire un peu ce que l'administration a écrit. وباعتبار أن هامش الربح المعتمد من قبل الشركة مع الشركة الأم لا يتماشى مع ما هو معمول به في قطاع الخدمات التي يمكن أن تتم بين مؤسستين مستقلتين، فقد تم تعديل أرقام المعاملات المصرح به بعنوان الخدمات باعتماد سعر التكلفة مع إضافة هامش ربح خام ب 30%. Cost plus, donc l'administration a retenu la méthode cost plus avec une marge de 30%. La même, on retrouve le même wording, mais avec 40% et avec 15%. Donc ce sont 3 redressements différents pour des sociétés parfaitement similaires et dans lesquelles l'administration a adopté 3 markups, 3 taux de marge différents. Et avec une motivation, le moins qu'on puisse dire, lapidaire. Face à cette motivation, malheureusement, le contribuable se trouve généralement privé de la possibilité d'exercer convenablement son droit de défense. Donc, c'est une non-conformité avec la répartition de la charge probatoire qui est instituée par l'article 48 septies qui explicitement met sur le dos de l'administration fiscale l'obligation de communiquer les contribuables aux contribuables vérifiés et de s'assurer que ces contribuables sont comparables, qu'il existe des facteurs de comparabilité entre le contribuable vérifié et les sociétés retenues comme comparables. Tout cela, bien sûr, est accentué par un autre constat. Malheureusement, en Tunisie, les juges fiscaux n'annulent pas ou bien annulent très rarement les taxations d'office qui sont non motivées. Malheureusement, l'examen de la jurisprudence en Tunisie, la jurisprudence de la juridiction suprême du tribunal administratif, démontre, hélas, que le juge de l'impôt réduit la motivation à l'énonciation des mentions obligatoires de l'arrêté de taxation d'office qui sont prévues par l'article 50 du Code des droits et procédures fiscaux. Donc, le nombre de taxations d'office qui sont annulées pour défaut de motivation est malheureusement très limité dans l'examen de la jurisprudence. Tout cela s'explique peut-être par une vision un peu... Parce que en Tunisie, le juge fiscal s'attache beaucoup à son rôle inquisitorial dans la procédure fiscale et préfère ne pas annuler une taxation au risque de faire épargner un fraudeur, entre guillemets, la charge fiscale. Donc le juge, il préfère faire les investigations dans le cadre de son rôle inquisitoire dans un contentieux de pleine juridiction, qu'il préfère ça que d'annuler directement la taxation d'office pour défaut de motivation. Quelles sont les propositions? Donc pourquoi pas consacrer législativement l'obligation de communiquer les comparables, l'obligation de motiver. Donc, il y a une obligation de motivation qui existe dans la loi au niveau de l'arrêté de taxation d'office, l'article 50. Il y a une obligation de motivation dans l'article 44 bis
la réponse du contribuable sur l'opposition du contribuable, mais il n'y a pas une obligation de motivation dans la notification des résultats de vérification. Pourquoi pas la consacrer? Il faut aussi former les vérificateurs et les juges fiscaux. Les vérificateurs, je sais qu'il y a un travail de fond qui a été fait et on l'aperçoit aujourd'hui dans la qualité des notifications. Donc l'administration fiscale a fait un très grand effort dans l'amélioration de ces motivations. Et aujourd'hui, on a parfois, avec certains vérificateurs, de vrais débats sur les prix de transfert, des débats qui sont quelque part comparables aux standards internationaux. Une autre idée qui n'arrange pas les grands cabinets, hein, mais je me permets de la formuler, ce sont les safe harbors, c'est-à-dire le fait qu'un pays vous dit si vous appliquez telle ou telle marge, je ne vais pas vous inquiéter sur les prix de transfert. Par exemple, je reviens à la maintenance informatique. Certains pays vous disent si vous appliquez un cost plus 12%, vous ne serez pas contrôlé. Et vous n'aurez pas à documenter vos prix de transfert. L'OCDE lui-même a adopté cette approche pour les services de faible valeur ajoutée qui peuvent ne pas être documentés. Les services à faible valeur ajoutée au sein d'un groupe peuvent ne pas être documentés et on peut se limiter à un cost plus 5% sans être inquiété par l'administration fiscale. Pourquoi pas réfléchir à ces FARP? Beaucoup de pays l'ont fait, même de très grands pays comme les États-Unis. L'Afrique du Sud l'a fait en Afrique, donc c'est une idée à explorer. Ça n'arrange pas les grands cabinets parce que c'est moins de travail de documentation et moins d'honoraires. Troisième peut-être proposition, c'est prôner une application mesurée de la loi fiscale en contrôlant les prix de transfert. Aujourd'hui, il faut dire les choses comme elles sont. Les sanctions pour les sanctions infligées aux contribuables en matière de prix de transfert sont particulièrement sévères, sans seuil de matérialité et sans distinction entre l'erreur de bonne foi et la mauvaise foi. Donc, je pense qu'on est tous alignés aujourd'hui qu'il faut sanctionner très sévèrement la manipulation de mauvaise foi des prix de transfert qui vise à transférer la matière imposable d'un pays faiblement fiscalisé vers un autre pays. Moi, je suis parfaitement d'accord à sanctionner très lourdement, y compris sur le plan pénal, ces ajustements frauduleux. Mais quand il y a un différend sur un taux de marge, sur l'application d'une disposition, sur les comparables, sur le référentiel de documentation des prix de transfert, ce différend n'est pas forcément symptomatique d'une fraude fiscale ou d'une violation de la loi. Malheureusement, notre droit fiscal ne distingue pas entre le bon contribuable et le mauvais contribuable. Je l'ai toujours dit, elle ne distingue pas entre le bon grain et l'ivraie. Et je pense, Siah a introduit dans le droit fiscal tunisien, je le remercie pour ça, une disposition, je pense, 2023 qui augmente l'avance sur importation de 10 à 15%. Et dans l'exposé des motifs, ça a été clairement indiqué qu'il faille faire une distinction entre les bons contribuables et les mauvais contribuables. Donc pour les bons contribuables, on va continuer à subir une avance sur importation de 10%. Pour les mauvais contribuables, il y a un arrêté qui a fixé c'est quoi les mauvais contribuables. À juste titre d'ailleurs, c'est grosso modo lorsqu'il y a une grosse fraude fiscale ou bien lorsqu'il y a des délits graves d'ordre fiscal. Pourquoi pas retenir cette philosophie, entre guillemets, pour le redressement des prix de transfert. Une autre réflexion est nécessaire aujourd'hui sur l'application
la retenue à la source de 17,64% sur les bénéfices irrégulièrement distribués. Je ne vous cache pas qu'en pratique, il y a ceux qui appliquent 11,11, qui considèrent ça comme des dividendes. Il y a d'autres qui appliquent 17,64%. Le fondement juridique d'une telle notification me paraît très faible, comme je l'ai dit, ne serait-ce que par le fait qu'il n'y a pas eu paiement. Donc, on ne peut pas réclamer des pénalités pour défaut de retenue à la source sur des présomptions de paiement. Et aussi, il faut peut-être, dans le même ordre d'idée, réserver l'application du pénal vraiment au cas manifeste d'abus et de fraude et d'évasion fiscale. Un petit mot pour la fin. Donc, tout ce que j'ai dit, ça concerne les opérations transfrontalières, les opérations entre guillemets internationales. Mais on oublie que les prix de transfert reçoivent une application pour les flux locaux. Même au sein d'un groupe tuniso-tunisien qui n'effectue pas, qui n'a pas de filiale à l'étranger, qui n'a pas de société sœur à l'étranger, il y a un sujet contrôle prix de transfert. Et malheureusement, on avait, avant 2021, une excellente protection législative, une excellente garantie pour les contribuables vérifiés. Ce que disait la loi à l'époque, c'est que l'administration n'a pas le droit de redresser si le trésor n'est pas lésé. Donc, si vous avez deux sociétés qui ont le même taux d'impôt sur les sociétés, qui sont toutes les deux bénéficiaires, qui n'utilisent pas des avantages fiscaux, donc elles ont toutes le même taux effectif d'imposition. Avant 2021, l'administration ne pouvait redresser que s'il y a un manque de trésor. Donc, dans le cas d'espèce, même s'il y a une différence de point de vue entre l'administration et le contribuable sur le prix qui doit être appliqué, l'administration se trouvait incapable de redresser, puisque le trésor n'est pas redressé. Si vous augmentez le prix au niveau d'une société, ça équivaut de l'autre côté à une charge. Donc, le trésor n'est pas redressé. Donc, ma proposition consiste à rétablir cette garantie législative au profit des contribuables. Pourquoi pas, si Yahya a publié le guide également de contrôle des prix de transfert à l'attention des contribuables. Et un dernier mot, et pas uniquement le guide, pourquoi pas publier les principaux arrangements dans le cadre de notes publiques, c'est-à-dire les taux de marge dans le secteur X, les taux de marge, etc., qui ont été retenus dans des arrangements. Ça a permis de sécuriser, d'abord d'harmoniser le travail de l'administration fiscale et de sécuriser les contribuables. Enfin, toute réforme des prix de transfert est consubstantielle à un travail de fond au niveau de l'université. Ce sont les étudiants d'aujourd'hui qui auront à gérer, que ce soit du côté de l'administration, que ce soit du côté des juges, que ce soit du côté des entreprises et de leurs conseillers qui auront à gérer toutes ces problématiques. Aujourd'hui, malheureusement, ça commence, l'enseignement des prix de transfert commence à être intégré dans les cursus officiels, mais je pense qu'il faut carrément mettre le paquet et investir dans cette formation. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Sifez pour cette belle présentation sur le contrôle des prix de transfert. Voilà l'interaction entre le professionnel, l'administration fiscale, les universitaires. Vous avez mis l'accent sur la lourdeur des conséquences de la manipulation des prix de transfert, la lourdeur des conséquences en termes de pénalité, en termes de sanctions pénales. Aussi, vous avez plaidé à ce référentiel, à la clarification du référentiel normatif. Et là, bon, vous avez peut-être, vous m'avez interpellé et aussi si Yahya tout à l'heure, parce qu'il a parlé du guide relatif au prix de transfert. Et là, en tant que juriste, je ne peux que encourager, certes, en tant que technicien, mais
en tant que juriste, le fait que l'administration fiscale va publier, va compléter, va essayer de clarifier la loi, ça ne peut qu'interpeller le juriste habitué et jaloux de cette légalité fiscale, de ce pouvoir du Parlement. Donc, la clarification, ça devrait être l'œuvre de la loi. Et donc, c'est parce que la loi fiscale pêche par son manque de lisibilité, son manque d'intelligibilité, parce qu'à l'international et aussi en Tunisie, pourquoi pas, il y a des paramètres pour cette loi. Et donc, la loi devrait se suffire à elle-même. La compléter par des notes, par des guides, c'est bien pour les agents de l'administration fiscale, pour l'application, mais pour les contribuables, ça devrait être la loi. Aussi, vous avez évoqué la question de la motivation des arrêtés d'accession d'office. Pourquoi les juges l'annulation des arrêtés d'accession d'office pour défaut de motivation? Et là, je peut-être une petite réflexion que j'ajoute. Le partage du contentieux fiscal. Ça, c'est notre problème majeur, aussi crucial, même en cette matière, parce que la formation, déjà, des agents de l'administration, des vérificateurs et des juges de fond, parce qu'ils vont côtoyer ces agents-là, leur formation en tant que juge judiciaire n'aura pas à aboutir par la suite lorsqu'ils vont statuer. C'est le juge administratif, c'est le juge de l'ordre administratif qui va statuer en cassation. Et donc, forcément, cet acquis, cette connaissance de la matière, cette matière technique, n'aura pas à être transposée au niveau de cassation. Et donc, la motivation, ces questions-là ne seront pas le juge de cassation ne sera pas très sensible, très connaisseur de cette matière-là.